Bonjour à tous et bienvenue au webinaire sur le numérique en santé en Europe. Alors, je vais vous faire un petit rappel des bonnes pratiques de visioconférence, même si on les connaît tous maintenant. Voilà, donc pour poser vos questions, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions qui est à droite de votre écran. On y répondra lors de sessions de questions-réponses. Et le replay du webinaire sera disponible dès la semaine prochaine sur e-santé.gouv ainsi qu'avec le support. Voilà, donc Antoine, Isabelle, je vous laisse la main. Eh bien, bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver pour ce webinaire et je crois je peux parler au nom d'Antoine et moi en disant qu'on est aussi heureux de parler des projets européens avec vous. Voilà, donc je suis Isabelle Zablit, directeur de projet en charge de l'Europe et l'international à l'ANS et ravie aussi de prendre vos questions plus tard. Ouais, merci beaucoup Isabelle. Donc, je suis Antoine Demaracé de l'ANS. Du coup, vous pouvez voir nos emails aussi directement. On les passera dans le chat à la suite de l'événement. Et c'est une co-présentation en fait. On va être tous les deux, Isabelle et moi, DNS ANS ensemble pour vous présenter un petit peu notre travail au niveau de l'Europe et de l'international. Avec la Commission, avec les États membres, depuis la politique, la stratégie aux opérations. Et l'objectif, c'est qu'on a une petite heure ensemble pour se rencontrer, pour partager, pour répondre à vos questions et surtout pour bien rester en contact pour travailler à cette Europe de demain. On va commencer du coup, on va vous présenter un petit peu l'ordre du jour et puis aller en détail. On a quelques annonces aussi aujourd'hui à vous faire, quelques beaux résultats qu'on a eu à l'été et sans spoiler, rendez-vous du coup dans la suite de la session. Voilà, alors un ordre du jour en 3 parties, comme Antoine a commencé à le présenter. Donc, une partie donc juste pour positionner un petit peu le cadre, européen, à ses différents niveaux. Ensuite, on parlera de l'infrastructure, commune européenne qui s'appelle Ma Santé @UE et ensuite de son déploiement avec, les territoires français. Alors, définir un cadre européen de santé numérique. Eh bien, c'est un sujet qui est en fait sur les rails, j'allais dire, depuis de très nombreuses années. Je pense que pas mal d'entre vous ont encore en tête des projets historiques sur lesquels reviendra Antoine plus tard, notamment le projet Ipsos qui avait été un petit peu le démarrage d'un certain nombre de travaux européens. Aujourd'hui, en fait, nul besoin de rappeler qu'on a vraiment une forte accélération du besoin de ce cadre européen pour la santé numérique. Donc, la bonne nouvelle, c'est que justement, il y a pas mal de choses qui ont déjà été construites historiquement. Et en fait, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais l'année dernière, le discours d'Ursula von der Leyen, c'est ce qu'on appelle le discours sur l'état de l'Union européenne, hein, qui a lieu traditionnellement au mois de septembre, avait vraiment été l'engagement de l'Europe sur une union de la santé. Évidemment, on était au milieu de la crise pandémique, donc c'était un peu le sujet du moment. Cette année, le discours a porté sur l'Europe numérique. Alors nous, en santé numérique, eh bien, j'allais dire, on a la chance de cliquer les 2 cases et en fait, on voit bien qu'on se retrouve au cœur de la stratégie européenne pour les prochaines années. On a évidemment toujours le sujet du fait que la santé est un cadre, est une prérogative nationale en Europe. Cela n'empêche que le niveau de coordination européenne, il est nécessaire, la crise l'a encore démontré et qui plus est, il y a un engagement aussi historique de l'Europe pour assurer en fait une égalité d'accès aux soins pour les citoyens européens. Ça a pris la forme d'une directive qui s'appelle la directive sur les soins transfrontaliers. Néanmoins, aujourd'hui, dans le concret, j'allais dire, du parcours du soin du patient et compte tenu des différentes formes de mobilité, qu'elles soient des mobilités personnelles, professionnelles ou à l'occasion de vacances, il est important d'assurer à chaque citoyen européen un accès fluide à son parcours de soins. Et aujourd'hui, on a un vrai sujet qui est comment faire en sorte que cet accès aux soins se fasse dans un cadre qualitatif. Et c'est là que nous, au niveau du numérique en santé, nous avons notre rôle à jouer, puisqu'il s'agit
en fait, d'assurer en fait l'accès aux données de santé du parcours de soins du patient. Et c'est bien de cela dont on va parler aujourd'hui. L'Europe ne s'est pas trompée non plus dans ses investissements, puisque vous savez qu'un programme très fort d'accélération de l'Union de la santé, qui a donc été introduit par Ursula von der Leyen en septembre 2020, s'appelle EU for Health. Et dans EU for Health, il y a un certain nombre d'initiatives. Vous avez pas entendu parler probablement de l'initiative One Health, mais il y a également tout le support à l'accélération du cadre de la mise en place du cadre européen de santé numérique. Donc là, on est vraiment sur un programme qui va nous conduire jusqu'en 2027, qui est déjà entamé. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais qui est en train d'être accéléré. Alors, sur ce slide, vous voyez évidemment qu'on repart un peu des besoins. On a un certain nombre de défis en Europe. J'ai évoqué le premier, qui est la qualité et l'inégalité de l'accès aux services de santé. Il y a également d'autres sujets, le sujet des maladies chroniques, le sujet du vieillissement et bien entendu le sujet de la pénurie des professionnels de santé. Donc, ce sont des sujets qui sont pris, j'allais dire, à bras le corps par l'Europe. Notamment, on pourra en reparler ultérieurement, mais il y a également toute une initiative aujourd'hui sur la partie développement des compétences numériques pour le numérique en santé. Donc, on voit bien que ce sont des défis qui sont non seulement identifiés, mais qui font l'objet de propositions assez concrètes. Dans la partie numérique en santé, et parmi le rôle que nous avons à jouer, c'est évidemment d'aller vers des systèmes de santé qui soient plus intégrés et efficaces. Et il ne s'agit pas de coller, le méga système européen, mais il s'agit d'avoir une approche beaucoup plus efficace et intelligente et prendre tout le potentiel du numérique en santé. Il s'agit aussi d'avoir la partie personnalisation du parcours de soins et la partie prévention de la santé. Donc, ce sont tous des différents éléments en fait qui induisent en fait les propositions concrètes qui sont faites par l'Europe. Du coup, ces propositions, donc on les a bien en tête. L'objectif, c'est de travailler pour le patient, pour le professionnel de santé. Donc là, un peu, quand on regarde un petit peu les profils de l'audience aujourd'hui, on voit bien, on peut voir nos collègues des ARS, des grades connectés. Je vois l'ARS Nouvelle-Aquitaine. On va voir des profils plutôt logiciels. On va voir du profil d'hébergeur de données de santé. Je vois qu'il y a Worldline, on va avoir Santeos, on va avoir, vous êtes nombreux là à avoir de l'intérêt sur cette session et en fait, on peut dire qu'on travaille ensemble pour répondre du coup aux citoyens là par exemple. Les quelques chiffres de l'Union européenne, on a 90% globalement des citoyens qui sont d'accord pour accéder à leurs propres données de santé. Donc c'est permettre l'accès mobile à la donnée qualifiée, à la donnée structurée. 80% plutôt d'accord du coup pour partager ces données. Bien sûr, là, c'est là où on rentre en œuvre, hein, sur la sécurité, les certifications, les hébergements, HDS et cetera pour être en capacité du coup de faire transiter, de partager, d'échanger ces données, dans des environnements, contrôlés. Donc en fait, c'est notre travail opérationnel ensemble à tous, hein. Et puis, également aussi un autre axe d'intérêt pour le citoyen, pour le patient qui serait de donner du feedback sur la qualité du traitement. Là, du coup, c'est plutôt un recueil de besoins un peu plus vague qui nous permet en fait d'apporter des nouveaux usages, des nouveaux services, d'enrichir les propositions de valeur sur lesquelles on travaille actuellement. Je vais peut-être ajouter 2 choses, Antoine, par rapport à ce que tu viens de dire. La première, c'est que c'est très important d'avoir ces éléments en tête au moment où l'Europe va se préparer à travailler sur la grande ambition une des grandes ambitions en tout cas de l'Europe de la santé, qui est la construction d'un espace européen de données de santé. Donc il est très important d'avoir ces éléments en tête. Et la deuxième, c'est que pour le préparer aussi,
On a une consultation européenne citoyenne qui a lieu sur ce dernier trimestre de l'année 2021 et dont nous espérons avoir assez rapidement, en début 2022, les résultats et qui va justement interroger de manière assez fine les citoyens européens sur leur rapport aux données de santé. Et ce sera évidemment très important pour nous puisque, au-delà de ce que nous avons comme perception en France, il est également très important de prendre la mesure de la perception que peuvent avoir les citoyens d'autres pays, notamment par le fait que nous sommes amenés à les prendre en charge en France. Donc ça, ce sont des éléments, j'allais dire, culturels qui sont également hyper importants à intégrer dans la manière de fonctionner pour le futur. Complètement, du coup, ça veut dire être en capacité de bien veiller aux alignements français sur des guidelines européennes. Ça va être en capacité de proposer des harmonisations au niveau entre États membres. Donc, en fait, c'est vraiment notre travail, Isabelle et moi, dans ce cadre-là. En termes de priorités identifiées, c'est la dernière un peu diapositive là, de contexte qu'on connaît. Ça va être l'accès sécurisé des citoyens à leurs données de santé. Avec la notion de transfrontalière, au-delà des frontières. C'est vraiment l'objectif, c'est que quand on sort de France pour aller dans un autre État membre, pourquoi pas limitrophe, eh bien en fait on puisse y aller, mais ne pas avoir nos données qui restent bloquées en France, non traduites, non utilisables, derrière nous à parfois des petites distances de là. Et donc l'objectif, c'est de travailler à cet accès de données. Une deuxième priorité identifiée, c'est au niveau de la médecine personnalisée, basée sur une infrastructure en fait européenne. On va rentrer dans le détail de tous ces éléments aussi, avec quelques éléments techniques et de cette infrastructure et ce programme européen. Et en dernier lieu, l'autonomisation des citoyens grâce notamment aux outils numériques. L'objectif, c'est de changer un système réactif à plutôt du préventif, c'est d'être en capacité de monter des services innovants pour un maintien en meilleures conditions de santé du patient et de donner aussi l'accès aux patients à des interfaces pour prendre des décisions de santé, suivre des recommandations de santé pour améliorer sa qualité de vie. Donc, on va rentrer maintenant plutôt dans les initiatives européennes. Vous passez un petit peu le travail qui a été fait en amont, ce sur lequel on a la chance de pouvoir évoluer en 2021 et ce qu'on prévoit pour la suite. Et vous donner un petit peu quelques exemples là, de programmes. L'objectif, c'est vraiment de décliner depuis des enjeux politiques, un cadre réglementaire, de travailler avec le juridique, c'est vraiment de formuler des enjeux au niveau politique. Par exemple, on a la base de notre travail, le socle, c'est la directive de 2011 européenne relative aux droits des patients en matière de soins transfrontaliers. C'est ce qui nous permet en fait aujourd'hui, 10 ans après, d'avoir opérationnellement des DSI qui fonctionnent entre États membres. On a tous en tête le RGPD en 2016 et sur toute cette période, en fait, on peut considérer un avant 2014, un 2014 à maintenant, et à partir de maintenant, sur toute cette période, on a travaillé de l'expérimentation, donc vraiment du système très innovant, à l'implémentation. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, dans quelle capacité on peut réaliser, travailler, co-construire des normes d'interopérabilité, des structurations de cas d'usage en données. Et donc, pour ce faire, on est impliqué sur plusieurs programmes. Le programme fondateur un petit peu de tout ça, c'était le programme EPSOS, projet pilote pour l'interopérabilité des services transfrontaliers en Europe. Puis une action conjointe de support au réseau politique. La deuxième action conjointe, en fait, qui a duré de 2015 à 2018, et puis la nouvelle qui a été renouvelée, donc la troisième action 2018-2021, qui s'appelait e-Action, qui nous a permis de structurer, en fait, au niveau stratégique, un soutien au réseau politique européen. Et par-dessus tout ça, depuis 2017, en fait, le programme CEF, un programme d'infrastructure Connecting Europe Facility en e-santé, sur lequel aujourd'hui on parle plutôt de Ma Santé @UE, et on va rentrer particulièrement dans ce détail. En fait, l'objectif, c'est de montrer comment est-ce qu'on décline
une feuille de route, comment est-ce qu'on décline un enjeu politique, comment est-ce qu'on travaille de concertation entre nous, avec le juridique, avec vous, avec les industriels, avec les patients, avec les professionnels de santé. Alors, l'année dernière, à l'occasion de la nouvelle version de la feuille de route, vous avez vu apparaître, un certain nombre de drapeaux européens pour, rendre ça très concret dans la feuille de route, puisque notre feuille de route s'intègre bien dans sa dimension, internationale et le premier niveau de l'international pour nous, c'est l'Europe. Il y a un second niveau qui est au-delà de l'Europe et nous sommes également, j'allais dire, dans une dynamique de travail et de convergence au-delà de l'Europe, mais il y a un fondamental qui est l'intégration au niveau européen. Alors, ça va se concrétiser parce que c'est à l'agenda du Ségur et de la vague 2 du Ségur pour ceux qui sont impliqués dans le Ségur numérique, puisqu'il y a certains éléments concrets de convergence qui sont bien identifiés au niveau du Ségur. Et puis, on a également tout un cadre réglementaire, comme l'a rappelé Antoine, et des initiatives européennes qui font que les services socles et les référentiels socles peuvent également eux aussi être de nature européenne. Et on va sans doute accélérer ce mouvement puisque l'Europe, comme je vous le disais, l'a mis elle aussi comme priorité. Et donc là-dedans, nous, on identifie, en fait, on aligne ou on étudie, en fait, là, soit on va mettre une mise en alignement, soit on va étudier les différences et on va essayer d'agir aussi du côté européen. Là-dedans, dans cette petite cartographie, on va voir qu'on travaille autant sur de l'innovation, autant sur de l'exploitation de données ou aussi de structuration des services socles français à alignement européen. Donc, on a essayé de mettre une petite icône européenne en fait pour bien comprendre l'ouverture qu'on a en fait entre la feuille de route nationale et les enjeux de construction internationaux. On peut voir, merci beaucoup, on voit des questions de Christelle, de Marc. C'est super, si vous voulez continuer, vous pouvez poser les questions là-dedans. Et puis aussi pour l'audience, vous pouvez faire remonter ou pas des questions et une petite icône sur le côté. Et comme ça, on sera en capacité d'avoir les questions sur lesquelles vous portez le plus d'intérêt, pouvoir y répondre sans doute en fin de séance et puis échanger. Alors peut-être, Antoine, qu'on peut répondre à ces deux questions-là dès maintenant, je pense. La première, sur la partie harmonisation, comprenant ou pas la certification HDS à tous les hébergeurs des États membres. Alors en fait, pour mémoire, hein, la certification HDS, ça s'applique en fait à l'hébergement des données de santé en France. Donc, quelle que soit la provenance de l'hébergeur, pourvu qu'il soit justement certifié. Ça, c'est déjà un premier point. Et la question de l'hébergement des données de santé va nécessairement se poser justement avec la réflexion sur la partie espace européen de données de santé. Ça fera partie d'un des multiples aspects, j'allais dire, de la réflexion. Donc, on ne peut pas préjuger de ce que sera cet espace européen de santé au moment où justement on va en démarrer les travaux. Mais en tout cas, on peut simplement dire que ce sera à l'agenda. Ça, c'est certain. Alors, la deuxième question, c'était sur, je vois Dominique qui pose la question sur la e-prescription européenne. Alors, en fait, la e-prescription européenne, des guidelines ont été publiés par la Commission européenne, hein, et avec les équipes d'Antoine, on est très engagés justement sur ces échanges et on est également contributeurs. Et de manière assez concrète, ça fait partie des sujets qui sont à l'agenda de la vague 2 Ségur. Voilà, donc il y a la convergence entre la e-prescription unifiée ICNAM avec la e-prescription, les guidelines européens. Voilà, donc les standards que l'ensemble des pays seront en capacité d'adopter sont-ils d'ores et déjà identifiés? CDR2 pour les documents de santé, FHIR, etc. Alors, la question des standards, elle fait partie également des discussions européennes. Pour un certain nombre de sujets, il y a plusieurs standards qui sont aujourd'hui
considérés, mais également, pareil, hein, avec je vois la notion aussi de MOP, etc. On va certainement aller aussi vers quelque chose de plus encadré, je vais dire, avec l'espace européen de données de santé. Donc, ce sont ces travaux qui ont été menés jusqu'à présent vont permettre en fait d'arriver, j'allais dire, à ce niveau de discussion au niveau européen. Voilà. Complètement, et peut-être une dernière précision, par exemple en termes de e-prescription, on a aujourd'hui, on va vous présenter l'infrastructure européenne, mais il y a une e-prescription au format européen, alignement européen, qui est déployée déjà par plusieurs États membres. On va y revenir. Et après, je vois une question sur la feuille de route, l'orientation numéro 1, qui traite plutôt de la gouvernance. Donc nous, on l'a pas spécifié ici. La gouvernance, de toute façon, c'est notre travail de rapprochement en fait entre les institutions européennes, les industriels, tout ce qui va se faire aussi en consortium. Et du coup, c'est dans une globale, c'est dans un aspect assez global, particulièrement sur cette option, cette orientation 1, c'est le renfort sur lequel on a travaillé au programme stratégique. Parce qu'on parle c'est là les sujets de gouvernance et de durabilité des modèles pour fonctionner entre États membres et au niveau local. Donc merci beaucoup. On va continuer d'être vigilant sur les questions. Elles sont de très très bonnes discussions. Alors là, ici, on a mis un petit peu un planning là pour essayer d'avoir, vous donner un petit peu plus d'informations de vraiment de comment est-ce qu'on décline les activités. Là, on est en 2021. Vous pouvez voir, donc on travaille sur les programmes stratégiques qui vont être plutôt en hauteur. Et là, en 2021, on est en plein dans trois, on peut citer par exemple 3 actions. Le déploiement des services innovants, des cas d'usage sur cette infrastructure sur laquelle on va avoir quelques annonces sur cette séance. Et puis deux programmes européens, vous pouvez voir XeHealth et TEDAS, qui nous intéressent justement pour travailler à des normes européennes de cas d'usage de données de santé. Qu'on va détailler. Et TEDAS, sur laquelle on est impliqué avec le Health Data Hub, pour co-construire l'espace européen des données de santé. Dessus, oui, Isabelle? Oui, je voulais juste rajouter, c'est parce que je me rends compte qu'il y a une question à laquelle on n'a pas répondu. La consultation citoyenne, je disais, elle est bien enclenchée dans le cadre justement de l'action TEDAS. C'est comme ça que ça m'y fait penser, Antoine. C'est une des actions de l'action TEDAS en cours. Et comme je le disais tout à l'heure, elle vient juste d'être initiée. Enfin, où elle est en train d'être initiée, mais en tout cas, c'est là, c'est maintenant. Et en tout cas, donc non, nous n'avons pas encore les résultats puisque cela démarre, mais par contre, nous espérons les avoir en début d'année, en tout cas en partie. Ben super. On va aller zoomer là maintenant un peu plus sur cet espace de confiance européen. On parle d'espace de confiance en données de santé. Donc l'objectif, donc en fait, c'est ce qui découle de la première directive de 2011, c'est vraiment la libre circulation des patients, des professionnels de santé, mais surtout en fait des données de santé dans leur sens de RGPD et d'accords d'infrastructures d'échange entre les États membres. Aujourd'hui, on parle du programme Ma Santé at UE, My Health at EU, qui est en fait proposé par la Commission européenne et qui met à disposition une infrastructure globale, quelques composants technologiques en fait, sur laquelle chacun des pays, des États membres, se raccorde. Donc nous justement, c'est la DNS qui a mandaté l'ANS pour être opérateur de ce point de contact, National Contact Point for e-Health. Et l'objectif, c'est d'avoir vraiment un maillage européen, un réseau de nœuds sur lequel chacun, qui transite par la Commission, sur lequel chacun des États membres est en capacité de consulter ou de publier de la donnée. Peut-être donc déjà pour les bases des cas d'usage, ça va répondre aussi à une question dans le chat sur la e-prescription. Donc les bases des cas d'usage, là aujourd'hui en 2021, on a 4 cas d'usage actifs sur cette infrastructure et ce programme qui vont concerner plutôt les données patients, les volets de synthèse médicale, en fait un équivalent européen qu'on appelle le Patient Summary.
L'objectif, c'est d'émettre ou de recevoir de la donnée. Ça veut dire émettre, le cas d'usage PIA, ça veut dire un Français qui est dans un autre État membre et qui va permettre aux professionnels de santé étrangers de consulter ces données, aujourd'hui du DMP, Mon Espace Santé. Pour l'instant, on va vous donner un petit peu les statuts de ces activités et les trajectoires. Deuxième cas d'usage, c'est de pouvoir recevoir en France un patient européen étranger sur le sol français qui consulte un professionnel de santé ou en pharmacie ou de la médecine générale ou qui consulte un professionnel de santé français qui est en capacité en fait d'utiliser ce réseau technologique pour consulter les données de cet Européen depuis sa base nationale, traduite, transcodée, transmappée sur nos systèmes de terminologie. Et les deux autres cas d'usage live, en fait, sont tout le processus de e-prescription et e-dispensation, e-prescription de médicaments au format européen, c'est-à-dire donc à nouveau en fait dans le sens d'un Français qui aurait une e-prescription française qui va récupérer sa dispensation, enfin ses médicaments dans une pharmacie européenne ou un Européen qui se présenterait pour justement récupérer ces médicaments en France. Et surtout, en termes d'innovation, on travaille donc sur le programme XeHealth qui a pour objectif de définir, c'est un gros consortium de plus de 47 partenaires, qui a pour objectif de définir les normes d'interopérabilité sur cette plateforme, à savoir pour d'autres documents du parcours de soins, les résultats de laboratoire, l'extension du volet de synthèse médicale du patient summary sur les volets de maladies rares, sur lesquels on a d'importants positionnements français à faire, parce qu'on est très bon notamment, sur de l'imagerie médicale, et tout ce qui concerne la lettre de liaison, la lettre de sortie de l'hôpital. Ce programme finit en 2022, il faut du temps pour donc ces spécifications fonctionnelles et techniques, il faut un peu de temps pour les mettre en marche sur la plateforme européenne, mais l'objectif du coup c'est d'augmenter cette capacité actuelle. Oui, deux points, peut-être deux commentaires supplémentaires, Antoine. Premièrement, ça apparaît sur le slide, mais peut-être que c'est bon de le mentionner aussi, que tout ça passe par un réseau sécurisé propre à la Commission européenne et donc pas par le net, notamment. Et ça fait partie de l'espace de confiance. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième commentaire, donc je vois la question de Dominique sur la e-prescription. Donc oui, évidemment, pour permettre cette circulation de la e-prescription, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a bien des guidelines européennes qui sont arrêtées et ce sera le travail du Ségur, volet 2, encore une fois, de faire sa convergence entre celle de la CNAM et celle de l'Europe, et sachant que c'est un sujet transverse au Ségur, donc ça embarque le sanitaire comme le médico-social. Voilà. Et du coup, il est important de comprendre que au lancement de la plateforme, typiquement sur la e-prescription ou le volet de synthèse médicale, il y a une co-construction aussi entre les États et de concertation avec la Commission européenne, c'est qu'on co-travaille en fait l'interopérabilité de ces cas d'usage et ils évoluent aussi. Donc oui, là aujourd'hui, il y a une e-prescription au format européen et elle va être et c'est une e-prescription qui est aussi rafraîchie. On va travailler par système de vagues, on va vous expliquer un petit peu tout ça. Pour revenir sur les éléments d'Isabelle, effectivement, ce réseau européen Ma Santé Ad UE, il est sur réseau IP privé Testa. Donc c'est un réseau spécifique. On a une entrée Internet, mais en fait, tout de suite après, on bascule sur ce réseau d'IP privé qui est opéré en fait au niveau européen. Et puis, on travaille sur des composants, des briques technologiques mises à disposition par la Commission européenne, à la fois sur de l'échange de la communication entre systèmes d'information, à la fois sur des systèmes de traces d'audit, à la fois sur les formats d'échange de données. Et donc, pour répondre à la question de Jean-Pierre Issartel, c'est qu'on a bien, vous l'avez compris, à la fois dans ce déploiement de Ma Santé à UE, à la fois en fait un échange de documents qui sont structurés selon des spécifications européennes et à la fois une traduction dans la langue du professionnel de santé. Et c'est ça qui va aussi être un élément très structurant de la qualité de la prise en charge en fait du patient qui est pris en charge dans un pays où il n'est pas résident.
Donc ça, c'est très important. Et donc là, ça correspond littéralement à une demande vraiment un cas d'usage qui est extrêmement important pour les professionnels de santé, puisqu'ils sont très souvent, et bien plus qu'on l'imagine, confrontés justement à la prise en charge de patients résidant dans d'autres pays de l'Union européenne. Les volumétries sont très importantes. Elles sont évidemment encore bien plus importantes lorsqu'on est sur des régions transfrontalières, hein, je crois que chacun d'entre vous peut se l'imaginer, et on a des patients qui sont vraiment de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc c'est ça qui est important, c'est que ce système qui est en déploiement et qui sera dont la roadmap européenne en fait court jusqu'à 2025, on a l'ensemble des pays de l'Union européenne qui sont dans ce circuit, à l'exception de 2 pays. Donc ça veut dire que globalement, d'ici à 2025, je dirais le maillage sera fait sur l'ensemble de l'Union européenne, c'est ce qui sera un service hyper concret pour le citoyen européen, hein. Et vous et moi, on va j'allais dire, en être les bénéficiaires comme chaque citoyen européen. Et je crois que ça va changer beaucoup de choses, honnêtement, dans notre prise en charge, parce que ces cas de mobilité sont hyper courants, encore une fois. Donc, et le principe d'avoir la traduction dans la langue du professionnel de santé était un élément indispensable pour que ce service prenne toute sa place, je dirais, dans les usages. On ne peut pas s'attendre à ce qu'un professionnel de santé français soit en capacité de comprendre, si on est très extrême, un volet de synthèse médicale estonien ou hongrois, hein, si je prends des langages un peu plus difficiles que l'italien ou l'espagnol, qui en soi ont déjà leur petit lot d'exotisme quand même. Donc on a une profusion de langues quand même en Europe qui fait que cette partie traduction était un élément structurant du projet Ma Santé à TUE. Exactement, du coup, de traduction, mais aussi de transcodification, d'être en capacité de mapper des terminologies sur nos alignements français, sur nos usages français, pour les professionnels de santé français. Chaque point de contact national, du coup, gère ses propres équivalences, ses propres alignements, ses propres catalogues de traduction et de transcodification. Donc ça veut dire qu'en fait, on a la main, nous, sur notre réseau, sur notre nœud, pour traduire depuis un format pivot, en fait, qui est spécifié par la Commission européenne. Par exemple, depuis des éléments portugais, on passe sur un format pivot spécifié par la Commission. Et là, nous, on va récupérer ce format pivot qu'on va, du coup, retraiter, traduire et transcodifier. On va pouvoir vous faire répondre encore mieux que ça, parce qu'on va faire une petite démonstration de l'interface qu'on a ouverte à l'été. Peut-être juste rapidement sur la trajectoire. Donc depuis 2019, on a ces 2 cas d'usage, ADI prescription, e-dispensation et dossier patient patient summary. 2021, plutôt en état de pilote, de démonstrateur, l'accès direct des patients à leurs données de santé, c'est de rajouter en fait une brique mobile dans ce réseau qui existe. À partir de 2022, pour augmenter aussi les volumétries, de pouvoir passer, nous, on va regarder au niveau des régions, ce qu'on peut faire au niveau des documents cliniques originaux. Du coup, pas nécessairement structuré à hauteur de ce qu'on fait passer dans cette infrastructure. Et puis à la suite du programme XIL, c'est des différents programmes d'interopérabilité européens, on va pouvoir monter les 4 nouveaux cas d'usage, en fait, résultats de labo, maladies rares, imagerie médicale et lettres de sortie d'hôpital. Alors peut-être maintenant le temps est venu de montrer concrètement ce que depuis ces programmes européens, ce qu'on peut faire en France et quels services on va proposer à nos professionnels de santé et aux patients français. Là, aujourd'hui, donc, on parlait de 4 cas d'usage principaux. Aujourd'hui, on va vous montrer la maturité sur un de ces 4 cas d'usage, à Alors, savoir... Ouais. simplement, pour préciser pour tout le monde, parce qu'on est passé de 2 à 4 cas d'usage, c'est parce qu'en fait, chacun des 2 cas d'usage qu'Antoine a exposé, donc le dossier patient et la e-prescription, ils ont chacun donc leur partie émetteur et récepteur. Donc à l'arrivée, ça fait 4 cas d'usage au total.
Et donc du coup, donc pour répondre à ça, donc la première étape en France, les professionnels de santé français qui peuvent accéder au volet de synthèse médicale, le VSM, du patient européen, un équivalent VSM. Donc à l'été, on a eu quelques beaux résultats, à savoir en fait le raccordement à la France à ce réseau européen pour la première fois. Donc ça y est, la France est rentrée dans ce maillage Ma Santé at UE via ce point de contact national sur un service qui est du coup mettre à disposition des professionnels de santé français les données d'un patient européen qui viendra consulter sur le territoire. Euh, donc en passant par ce réseau sécurisé. C'est très simple. Donc, c'est l'accès aux données de ce VSM, donc à savoir allergie, traitement en cours, maladie, intervention chirurgicale antérieure, par exemple. Des éléments de vaccination, on va vous les présenter un peu plus en détail dans la démonstration qui suit. La langue en français, du coup, un remanié traduite en français. Bien sûr, le consentement du patient, prérequis pour la réception, la consultation des données médicales, sur une interface d'accès dédiée, ouverte sur Internet, en fait, qui permet après de basculer dans ce réseau d'IP privé. Vous allez avoir l'URL dans très peu de temps, dans quelques minutes. Éligibilité des patients européens connectés. Pour l'instant, on a 4 pays avec nous, le Portugal, Malte, Croatie et République tchèque. On a aussi 3 pays qui vont nous rejoindre d'ici cette fin d'année. Et en fait, par système de vagues, on travaille ensemble sur des campagnes de test et sur des campagnes de mise en production pour accueillir aussi nos homologues européens sur ce réseau européen. On peut d'ailleurs parler de certains pays supplémentaires, je crois, Antoine, de manière concrète, parce qu'ils sont intéressants, il me semble. Et limitrophe, je te laisse Isabelle. Alors, il y a le Luxembourg, l'Espagne et le troisième. Et l'Estonie, du coup, qui arrive là à la fin de Voilà. l'année en plus pour consolider, pour Parce que monter. je me disais bien que c'était pas bien limitrophe, tu vois. Oui, oui, mais en fait, je pensais au Luxembourg tout de suite, qui devrait arriver d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine. Donc, l'objectif pour nous, ça va être aussi de leur permettre de travailler avec les régions, la région Grand Est notamment, et de pouvoir leur permettre, le déploiement au mieux, les accompagner sur cette relation en fait particulière via ce système européen et qui est plus de l'ordre du bilatéral. Mais en fait, je pense je pense qu'on va pouvoir passer juste avant ce système de déploiement à une petite vidéo d'introduction. Qu'est-ce que c'est que ce service? Et puis après, une vidéo de démonstration qu'on va commenter en direct. Et comme ça, vous aurez toutes les clés en fait sur ce programme européen et son aspect opérationnel. Donc, je vais lancer une vidéo dans 3 secondes. Donc, c'était un peu le petit pitch marketing. Du coup, Cesali.fr. C'est l'interface là qu'on ouvre, qu'on a ouvert en fait, qu'on a pu raccorder au système européen au 26 juillet 2021. On a travaillé cet été pour permettre ce raccordement opérationnel. Et si tu veux, Isabelle, je peux lancer la démonstration enregistrée et puis je peux la commenter en direct. Oui, je pense que c'est bien de le voir dans le concret, en fait. Eh ben super, alors c'est parti. Donc vous pouvez accéder à www.cesali.fr qui est en fait le point d'accès URL ouvert public, le professionnel de santé. Donc là, on est dans le parcours du professionnel de santé français qui va pouvoir se connecter au système via ProSanté Connect avec sa carte de professionnel de santé, et donc je vous passerai le lien du guide d'utilisateur, sa carte de professionnel de santé et sa ICPS via ProSanté Connect. Là, dans la manipulation, en fait, de ce que je fais, c'est qu'avec mon téléphone, de l'autre côté, je valide le mot de passe sur téléphone. Je viens renseigner ma situation d'exercice. Comme on vous a dit que pour le moment, on avait rempli les tests avec 4 pays, donc voilà les 4 pays
de résidence en fait disponibles sur la plateforme. Gestion de l'identification, à savoir que chacun des pays va distribuer. Il n'y a pas en fait d'identifiant européen dans le sens où on pourrait avoir un INS français qui serait européen, c'est-à-dire que chacun des pays va mettre à disposition un système d'identification. On va parler de traits d'identité qui vont être parfois autant disponibles sur une carte d'identité ou une carte de sécurité sociale régionale ou nationale. En fait, c'est chacun des pays qui nous fournit ces éléments. Donc, le professionnel de santé peut retrouver l'information en fait via ce petit encart de trait d'identité plus que d'identification en fait. Là-dessus, pour l'exemple ici, en fait, on fait avec un patient de test du Portugal qui nous a donné son identifiant de santé. On lance la première requête européenne. On trouve bien, donc là son prénom c'est Mariana. On trouve bien Mariana en fait dans cette base, en transitant par cette infrastructure européenne, on trouve bien cette patiente dans le système portugais. En termes de gestion du consentement patient, c'est un système centralisé par la Commission, plutôt dans le sens de notes d'information traduites en fait depuis les langues des différents ressortissants. Là-dessus, la note en fait permet d'avoir tous les éléments juridiques, réglementaires, de financement de ces programmes, comment est-ce qu'on a travaillé, sur quel fonds, comment est-ce qu'on s'en est impliqué, quelles dispositions juridiques RGPD directives permettent ce cadre de transmission de données. Nous, on a mis l'email direct de protection des données de l'ANS et puis le consentement là qui est une simple procédure définie là par le Portugal de consentement, de recueil de consentement. Une fois que c'est tout bon, du coup, le professionnel de santé peut lancer la consultation de la synthèse médicale. Là-dessus, on va arriver sur en fait, vous allez pouvoir voir deux onglets. Ici, synthèse médicale, puis fichier d'origine. C'est là pour répondre à vos questions dans le chat, où on va avoir un système de traduction, de transcodification. Donc, tout d'abord, le fichier d'origine, format PDF, c'est un format d'origine qui va varier en fonction depuis les différents États membres. Ça peut être soit un agrégat en temps réel depuis les bases de données nationales du pays, ça peut être soit un document déjà consolidé dans un équivalent, par exemple DMP du patient européen. Là, ici, on va puiser directement dans la base nationale portugaise les informations patients, les contacts, les informations de médecins généraliste, et puis du coup cet équivalent de synthèse médicale. Alors là, vous voyez, comme on est sur du portugais, on arriverait à peu près quand même comme disait Isabelle, à le comprendre. Maintenant, via d'autres pays européens, ça va être un petit peu moins simple, et donc on bascule dans ce deuxième onglet de synthèse médicale sur lequel on va avoir les éléments. Vous pouvez voir texte original puis traduction française en code, les éléments traduits et transcodés. Donc les différentes sections cliniques qui vont nous intéresser vont être les allergies et réactions indésirables, les pathologies actives. On peut aller en fait toujours à tout moment vérifier le texte original tel que puisé dans le document en fait au format structuré, au format niveau 1 et niveau 3. Les historiques des traitements reçus, notamment les dates. Voilà, toutes les informations de posologie, des traitements, les historiques des DM, dispositifs médicaux. Ici, on n'en a pas renseigné par exemple pour cette patiente, mais ils existent. Les antécédents chirurgicaux, par exemple, on peut voir ici une délivrance par césarienne, un historique vaccinal avec les dénominations d'usage. Donc en fait, voilà cette démonstration en fait assez simple. C'est très concret. C'est très concret, c'est aussi une ambition aussi de construction européenne, de permettre ces échanges de données. C'est la déclinaison opérationnelle de tout ce qui a pu être monté à différents niveaux. Et en termes de calendrier, donc on est plutôt en avance en France, parce que comme vous avez pu le voir, en termes de pays qui vont nous émettre les données, on en a 4 plus 3 à la fin de l'année, effectivement. On va avoir
Donc, en fait, on travaille tous les ans, on fait des campagnes de tests spécifiques avec les États membres. On accompagne la mise en production de nos homologues. On travaille en fait ensemble à la fois en multilatéral, bilatéral pour structurer au mieux nos activités, être capable de maximiser aussi l'impact, maximiser le développement, travailler au mieux en termes de préparation, de planification pour arriver sur ce raccordement européen. Et peut-être, Isabelle, si tu veux, heu, par rapport au Ségur numérique et au programme EU4Health? Oui, donc on voit bien que c'est vraiment encore une fois des réponses concrètes, hein, des attentes citoyennes à des attentes de professionnels de santé. Comme tu l'as très bien expliqué, on est aujourd'hui sur un nombre limité de pays, mais vous voyez très que la carte va s'étendre très, très, très rapidement. En fait, entre maintenant, nous sommes fin 2021 et 2023, ça va être un changement très, drastique. Donc aujourd'hui, l'enjeu, avant de reparler du Ségur et EU4Health, ça va être aussi un déclenchement des usages. Donc il va falloir faire savoir que ce service existe puisqu'il va être, d'un grand confort. Enfin, en tout cas, c'est son objectif pour le professionnel de santé et pour le patient. Donc il va falloir que l'un comme l'autre soit conscient que ces services existent, avec probablement, comme dans tout déploiement, un petit lot de frustration au départ puisque, la carte est incomplète, donc tous les cas ne pourront pas de prime abord être, on pourra pas y répondre tout de suite. Mais on voit très bien qu'avec, cette implémentation qui va se faire à très grande vitesse, on devrait, avoir de moins en moins de frustration et de plus en plus de bénéfices, au cours du temps et ça, c'est quand même, assez positif. Vous avez aussi noté que parmi les pays, avec lesquels on démarre et d'ailleurs, Antoine a changé, j'allais dire on purpose, l'exemple du Portugal. Ça vous a pas échappé qu'on a un grand nombre de ressortissants portugais qui viennent régulièrement en France. Donc, on pense que ça peut être un cas d'usage qui va être très utile à très court terme, hein, pour les professionnels, de santé. Le Luxembourg et l'Espagne qui nous rejoignent bientôt, évidemment, de la même manière vont être, aussi, très, attendus. Le Luxembourg, d'ailleurs pour sa part, a une énorme partie de ses prises en charge, hein, qui, sont à l'intention des Français, des autres, des Allemands, des Belges, et cetera, donc d'autres pays frontaliers. Donc a également une grande attente, par rapport à la connexion, des autres services, de la France. Donc aujourd'hui, on a déployé ce que nous étions en capacité de déployer, c'est-à-dire, la réception, du volet de synthèse médicale des autres pays européens. Mais il y avait quelques, marches à franchir pour qu'on puisse nous mettre dans le service, émetteur. Il fallait d'abord que la loi nous l'autorise. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en juillet est passé le décret autorisant, le DMP à alimenter l'infrastructure européenne. Ça, c'était déjà un prérequis indispensable. Après, il y a un alignement évidemment, de la structuration des documents et ça, cet alignement va se faire, par le Ségur vague 2, encore une fois. Donc ça, vous voyez, en fait, ça se crante et une fois qu'on aura ça et bien, on pourra rendre le service aux citoyens français puisque vous comprenez qu'aujourd'hui, on peut rendre ce service, aux citoyens européens et de manière, très pratique, pour le citoyen français, ça devra attendre. La e-prescription, nous n'en avions pas encore, donc l'étape indispensable, eh bien, c'était de la mettre en œuvre. Ça a fait l'objet de la vague 1 du Ségur. Vague 2 du Ségur, ce sera de permettre l'alimentation du DMP avec une e-prescription qui soit compatible avec la codification européenne. Donc là, c'est aussi l'objet de ces travaux-là. Et par rapport à EU4Health, donc là, c'est un programme européen qui accélère deux choses. Bien, pour les pays qui ne sont pas encore dans le système, ça leur donne des incitants financiers pour le rejoindre au plus vite, d'où le terme accélération. Et pour les pays qui, comme nous, sont déjà dans le système, ça nous permet aussi d'accélérer le déploiement des services suivants. Donc, ce sont deux étapes indispensables. Je vois que Dominique a également posé une question sur la SNOMED. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on ne va pas pouvoir vous répondre aujourd'hui. Néanmoins, tout ce qu'on peut dire, c'est que parmi les terminologies qui sont pointées par l'Europe, il y a également la SNOMED.
Donc, chaque pays est en train de se positionner par rapport à ce sujet. Et donc, la position de la France devra être clarifiée dans les prochaines étapes. Voilà. On ne peut pas tout dire aujourd'hui, Dominique, mais il faut garder des sujets pour les prochains webinaires, je pense. Voilà. Alors, je vois qu'il y a une autre question pour l'accès de VSM Passion Français. Oui, alors la réponse, oui, ce sera via le DMP. Vous savez que le DMP, et avec le déploiement de Mon Espace Santé, est l'unique réceptacle, j'allais dire, des données de santé françaises. Donc, c'est pour ça que le décret a justement autorisé le DMP à pouvoir alimenter l'infrastructure européenne, et ce sera uniquement par ce biais-là. C'est bien ce qui est prévu. Exactement, c'est un décret tout neuf aussi à nouveau, publié au journal officiel le 8 juillet 2021. Donc, je vais vous mettre le lien dans le chat. C'est le décret relatif aux dispositions propres à la prise en charge du patient à l'occasion de soins de santé délivrés dans un autre État membre. Donc, c'est effectivement comment cranter sur la solution du partage de nos données français dans un autre État membre. Et du coup, c'est aussi un bel aboutissement qui a été porté à l'été. On a beaucoup eu donc Pascal Sauvage qui nous avait aidé vraiment à 200% sur ces programmes européens. On est accompagné par Antoine Chaudière aussi. On travaille beaucoup au niveau juridique aussi avec les équipes, avec Émilie de la DNS, et parce que c'est un travail vraiment très transverse, qui est porté par de l'appui technologique. Nous, à l'ANS, on est dans le numérique en santé technologique, mais avec en fait des étapes de travail qui sont vraiment pluridisciplinaires. Donc pour l'instant, en termes de logiciels, pour l'instant, donc on a ce lien www.cesali.fr, qui est un lien que par exemple vous pouvez dès maintenant intégrer dans les logiciels de santé. Pour l'instant, on est sur un lien direct sortant. On n'a pas de passage en session, par exemple d'une session Pro Santé Connect. On n'a pas pour l'instant d'APIisation disponible. On y réfléchit, il faut qu'on y réfléchisse avec vous. Quel type d'APIisation, comment est-ce qu'on la spécifie? Passage de session, mise en place d'un endpoint pour passer les requêtes via ce point de contact national. Ça va être en fait les discussions, c'est pour ça qu'on est content de vous rencontrer aujourd'hui. Pour la suite. Vous pouvez suivre quelques actualités sur notre site ANS, en fait, dans les menus tout en haut à droite, un peu caché, virage numérique, et là, il y a quelques pages dans un sous-ensemble européen international. Et on a peut-être 2 petites dernières annonces concernant de l'anglophone et concernant de la PFUE. Peut-être Isabelle? Alors, tu as le micro qui s'est coupé. Oups. Alors, PFUE, quel est ce terme barbare, cet acronyme barbare? C'est la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Vous savez que nous avons une présidence tournante, et que donc, puisque nous sommes 27 pays, ça arrive bon an mal an à peu près tous les 15 ans. Donc, ces 6 mois sur lesquels nous sommes à la manœuvre, j'allais dire, sur un certain nombre de sujets européens, eh bien, il démarre pour nous le 1er janvier. Donc, on est en train de s'y préparer, comme vous pouvez l'imaginer, avec la riche actualité concernant le numérique, la santé, et en particulier le numérique à santé. Nous allons être gâtés. Donc, un grand nombre d'entre vous se sont d'ores et déjà mobilisés suite à nos sollicitations pour proposer des événements qui vont, nous l'espérons, faire partie du programme officiel de cette présidence française. Donc, on les remercie, et on revient vers eux assez rapidement, hein, on l'espère. On attend nous aussi les nouvelles sur l'intégration de ces événements dans le programme officiel. On va avoir une responsabilité qui va être essentiellement, j'allais dire, réglementaire, puisqu'on va préparer en fait l'ensemble des textes au cours de cette présidence. Et nous avons un élément donc un peu structurant pour nous, qui est le projet d'espace européen de données de santé, qui devrait, dont la première version du texte devrait arriver sous notre présidence. Donc, ça va nous conduire à mener un certain nombre de travaux autour de ce sujet-là. Et Ma Santé UE fait partie, en fait, du périmètre de cet espace européen de données de santé, puisque pour ceux qui ont pris part à la consultation publique qui s'est terminée le 27 juillet dernier, de mémoire,
on respécifiait bien le périmètre en fait de cet espace européen de données de santé. Il comprend à la fois le parcours de soins et à la fois ce qu'on appelle en bon français le secondary use of data, c'est-à-dire l'utilisation des données de santé à d'autres fins, qu'elles soient à des fins de politique publique, à des fins de recherche publique ou privée et à des fins également de développement industriel. Donc on a un programme, un menu qui est assez riche et on se réjouit évidemment avec enthousiasme de participer à tous ces travaux-là avec l'ensemble de nos partenaires européens, de nos homologues donc en Europe et avec et bien entendu les institutions européennes. Par rapport à la dynamique qui est en place, on prend la succession de la Slovénie. Avant la Slovénie, nous avions eu le Portugal. Avant le Portugal, il y avait l'Allemagne. Donc, ce sont des fonctionnements qui se font par trio glissant, j'allais dire. Donc, on regarde dans le rétroviseur puisqu'on parent le bâton comme dans un véritable relais en athlétisme des présidences précédentes. Et on regarde aussi vers l'avenir. Nous succéderons la République tchèque et la Suède. Donc, ça veut dire que les travaux se font en harmonie à la fois avec les Slovènes, dont on récupère le bâton, et avec les Tchèques et les Suédois à qui on le passera ensuite. Voilà, tout ça s'intègre dans cette présidence tournante de l'Union européenne. Et on aura l'occasion à moult reprises de revenir avec vous avec des nouvelles sur les initiatives qui sont prises à cette occasion. Exactement, et du coup, à partir du 1er janvier de l'année prochaine. Et puis on pourra pas du coup du tout donner d'éléments entre-temps. Des éléments labellisés aussi, on va participer, contribuer, on va encore organiser des événements labellisés. C'est vraiment un temps fort, un coup de projecteur sur nos activités en e-santé. Et dans un dernier lieu, et pour finir cette séance en fait, merci beaucoup de toutes vos questions et du dynamisme. On a besoin nous aussi de communiquer un peu à l'international et donc on va lancer un site assez court au début, de 23-30 pages, à format anglophone, pour pouvoir, parce qu'en fait, on a beaucoup dans nos échanges besoin de documenter les avancées qu'on peut faire au niveau français, mais aussi au niveau européen. Et donc, on ouvrira très prochainement un site dédié anglophone, européen, international, qui nous permet de redistribuer aussi à nos homologues transfrontaliers des éléments d'information. Et voilà une dernière annonce, en fait, peut-être pour clôturer cette session. Oui, et comme tu le dis, Antoine, c'est hyper important pour nous, cette partie site anglophone de l'ANS. C'est très important puisque vous l'avez compris, nous allons vers l'Europe en particulier au cours du prochain semestre, mais quelque part, l'Europe vient à nous également. Et donc, nous avons énormément de demandes de la part des autres pays et de la Commission européenne pour avoir un accès à la feuille de route française. Je pense que pour beaucoup d'entre vous qui sont connectés, il y a aussi cette même problématique au sein de vos organisations. Quand vous êtes dans une organisation internationale, vous devez également recevoir des questions en interne ou de vos partenaires. Donc, ce sera pour nous l'occasion aussi de nouer ces liens au-delà des frontières de l'Hexagone avec l'ensemble de l'écosystème de la e-santé. Nous faisons partie, et vous le savez, le numérique n'a pas de frontières. Donc, il est important que ça se concrétise aussi via ce site anglophone. Nous sommes bien entendu à votre écoute pour l'améliorer, je crois, Antoine, au fur et à mesure de vos suggestions également. Et puis, je vois une question, comment participer aux réflexions et concertations à venir? Alors, il y a des espaces de concertation au niveau de l'ANS de manière très concrète. Donc, la dimension internationale, vous pouvez l'exprimer déjà dans n'importe quelle concertation actuellement en place. Et puis, à l'occasion de la présidence de l'Union européenne, Antoine l'a rappelé, il va y avoir beaucoup d'événements qui vont avoir lieu, qui seront de l'ordre de la réunion de travail jusqu'à la conférence de haut niveau. Et donc, ce sera aussi l'occasion d'interpeller peut-être les uns et les autres, j'entends à l'international, sur les sujets que vous avez en tête. Et cela contribuera à ces réflexions puisque quasiment pour l'ensemble des événements qui seront proposés, il y aura des traces écrites dessus. C'est important pour nous puisqu'il
il est important pour nous que nous puissions intégrer les sujets qui vous préoccupent dans ces échanges européens. Après, pour les réunions de travail au niveau européen, elles sont évidemment, elles se font entre homologues de l'ANS et de la DNS, d'où l'intérêt de nous équiper avec vos éléments en amont de ces réunions. Et ben, du coup, merci beaucoup. C'était un très bon temps d'échange. Déjà 1 heure passée. Dans tous les cas, merci Esther. Vous avez nos emails. Je vais les retaper aussi dans le chat. J'imagine que Manon, tout ce contenu sera disponible en replay, enregistré vidéo, et puis on vous partagera ce lien de présentation. Exactement. Le replay sera disponible dès la semaine prochaine avec le support de présentation. Isabelle, un dernier mot pour la fin? Eh bien, j'allais dire merci beaucoup à toutes les équipes qui ont travaillé sur Ma Santé à Thueyts. Je pense que ça, c'est vraiment le mot de la fin, parce que c'est quand même très, très chouette que nous puissions aborder justement notre implication en première ligne sur l'Europe avec ce démarrage qui s'ancre dans le concret de notre paysage français et, je l'espère, très vite dans les usages des professionnels de santé et des patients. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée à tous. Merci.